Une personne qui demande quelle est ton approche du stress post-traumatique et comment tu l'accompagnes. Est-ce que tu as des outils, des protocoles? Est-ce que c'est au cas par cas? Et toi, quels sont tes retours d'expérience par rapport à ça? C'est une question qui avait déjà été posée la dernière fois. Oui, alors merde, je vais pas y arriver. Le stress post-traumatique est un thème très 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 à la mode, hein. Il y a régulièrement comme ça des modes, et le post-trauma est très à la mode. Il y a toute une histoire avec... il faut voir, il y a toute une histoire de ce thème-là, notamment enfin avec au moment de la guerre du Vietnam, après la guerre du Vietnam, enfin il y a toute une histoire du développement de ce thème. Euh, qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on parle de stress, on a à un moment donné parlé de stress au lieu de parler de trauma, de parler de blessures psychologiques de guerre, et en parlant de stress, on a minimisé, hein, en quelque sorte. Stress post-traumatique, chez des personnes qui ont vécu la guerre, c'est quand même un terme, c'est un euphémisme. Et c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment quand même des choses qui ont une histoire assez intéressante, et il est intéressant d'avoir un point de vue critique dessus d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu le thème à la mode, il y a comme ça les thèmes à la mode régulièrement, mais qui est intéressant. Le problème, c'est que c'est une étiquette qui est très, très, à la fois très spécifique et large. C'est un terme qui, si on le rapporte à la psychiatrie et notamment au DSM par exemple, alors en ce Oui. moment-là, c'est dans une certaine psychopathologie, il a une signification bien particulière. Sachant que la psychopathologie est quelque chose... Chaque grille de psychopathologie est juste une proposition et qui sont souvent très discutées, hein, qui font pas l'unanimité. Il y a plein de psychopathologies différentes. Il y a la psychopathologie de la psychanalyse, par exemple. Il y a la psychopathologie euh, de la psychiatrie. Et encore, il y a plein de manuels différents. Il y a plusieurs manuels différents. Il y a plein de débats. Donc, c'est pas, il faut pas forcément se limiter à ça. Mais je dirais que moi, ma conception, elle est justement de pas forcément rentrer à l'intérieur d'une vision d'école comme ça et de me dire, ah bah, si la personne amène ça en disant c'est un stress post-traumatique, alors je dois prendre ce diagnostic moi-même et en faire quelque chose. D'abord, je suis pas psychiatre, donc je vais pas travailler sous l'angle de la psychiatrie. Je suis pas psychanalyste non plus. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir déjà qu'est-ce que je peux faire là-dedans. C'est évident qu'il y a il y a des problématiques. Par exemple, une personne qui vient pour arrêter de fumer, globalement, je vois à peu près, je vais l'aider à arrêter de fumer. Je vais pas faire le boulot à sa place, mais je vois à peu près. Si une personne vient avec une jambe cassée, ben je vais me demander qu'est-ce que je peux faire. Je vais pas lui réparer sa jambe, mais je peux peut-être agir à un certain niveau. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est la douleur, c'est qu'elle est stressée, c'est que du coup elle a un mauvais comportement, elle marche trop sur cette jambe. Il y a peut-être un petit élément sur lequel je vais pouvoir apporter une petite aide qui, dans le processus, va pouvoir agir. Avec un stress post-traumatique, déjà si elle a ce diagnostic-là, je vais lui demander si un médecin lui a fait ce diagnostic, et si c'est pas le cas, je vais lui demander d'aller voir ou bien un psychologue ou bien un psychiatre pour avoir un diagnostic, et je vais me demander, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Et mon obsession, moi, personnellement, c'est un peu de chercher, c'est un peu de faire une antipsychologie au sens de ne pas surpsychologiser, de ne pas chercher d'interprétation, de signification, de chercher un peu quel est le conditionnement, quel est le problème en fait, de quoi la personne se plaint au présent. Donc si elle a vécu un trauma, ok, elle a vécu quelque chose, mais qui aurait pu ne pas être traumatique pour une autre personne, ou qui aurait pu être traumatique, mais elle aurait pu faire preuve, une autre personne aurait pu faire preuve d'une résilience naturelle. Donc chez cette personne-là, il y a visiblement quelque chose qu'elle a vécu, qui, pour une raison ou pour une autre, a créé un conditionnement en elle, et qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu être résolu de lui-même. Elle n'a pas la résilience naturelle n'a pas œuvré. Donc déjà, voir si je peux pas juste débloquer la résilience naturelle, c'est-à-dire faire en sorte que le processus naturel par lequel on fait son deuil de certaines choses et on dépasse certaines choses et on les digère, ne peut pas juste être encouragé, juste encouragé. Donc mon influence, elle serait très minime. En gros, je mets la personne en hypnose et puis je lui demande si en gros elle voit il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce processus de digestion dans le temps. Et si non, si elle me dit que non, que juste ça s'est pas fait, bah, que si elle peut s'engager à le faire. Ça veut dire que le but n'est pas qu'elle sorte en n'ayant plus. Et ce qui lui a, enfin, qu'elle sorte et que ce qui lui est arrivé ne soit plus traumatique, pas du tout, mais qu'elle sorte et que là commence le processus naturel par lequel elle va donner une juste place à ce qui lui est arrivé, qui ne provoque plus au présent de stress. Mais en réalité, je crois que on est face à quelque chose qui est très semblable à ce qui se passe dans les phobies, qui sont souvent finalement des stress post-traumatiques également, d'une certaine façon. Pas toujours, mais souvent. Mais j'ai vécu un événement, et durant cet événement,
Et dans la panique de cet événement, et dans l'émotion de cet événement, et dans l'urgence de cet événement, mon cerveau, sans mener une réflexion très sage et consciente et posée, mon cerveau a détecté que quelque chose était extrêmement dangereux. Et il va essayer de me protéger fortement de cette chose qui est extrêmement dangereuse. Donc, dorénavant, à chaque fois que quelque chose évoquera ça, à chaque fois que quelque chose lui donnera l'impression que c'est en train de revenir, eh bien, il va me faire régresser à ce moment-là, il va me ramener cet apprentissage qui est la fuite, et il va tenter de me faire fuir, il va tenter de donc il va me donner une réaction de stress, c'est-à-dire vraiment d'appui, il va me mettre en mode fuite, quoi, pour que je puisse me protéger. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement mécanique. Par exemple, si j'ai été agressé par une personne moustachue, eh bien, il est possible qu'ensuite, à chaque fois que je vois quelqu'un de moustachu, mon cerveau réagisse en disant oula, c'est en train de se produire à nouveau. Et donc il faut fuir. Et alors cette fuite, ou se tétaniser, ou avoir différentes réactions qui peuvent être finalement qui semblent pas rationnelles, mais qui d'une certaine façon sont des apprentissages maladroits. Et qu'est-ce que la personne veut? Quel est le problème? Le problème, il n'est pas qu'elle a vécu ça. Elle l'a vécu. Je veux dire, c'est plus un problème. C'est passé. J'ai été agressé par une personne moustachue, par exemple. Bon, de toute façon, au présent, c'est plus un problème, puisqu'il n'est plus là. Le problème, c'est que ça a conditionné des choses qui se réactivent et qui me font régresser régulièrement. Donc le problème, c'est que dans telle et telle et telle et telle situation, mon cerveau et mon corps, du coup, réagissent de telle et telle et telle manière. Et qu'est-ce que veut la personne? Et qu'est-ce qu'elle attend de moi? Elle attend de moi souvent que je sois un peu bête et discipliné, que j'ai une vision assez bête et méchante de la chose, qui est, dans telle et telle et telle situation, vous ne voulez plus agir de telle et telle et telle manière. Donc on va voir si on peut simplement décabler ça. Non pas conditionner une nouvelle façon de réagir, mais déconditionner cette façon de réagir. Non, alors pas complètement. Pas complètement, il y a sûrement des apprentissages à tirer de cette expérience, mais pour ne pas retourner non plus, ne pas reprendre les risques que j'ai pris. Mais visiblement, il y a quand même beaucoup de nettoyage à faire, un deuil à faire de cette expérience du passé. Je dis pas que ça veut dire mettre la personne en hypnose et puis couper des câbles. C'est un processus qui peut être quand même assez long, assez complexe, mais qui porterait, on va dire, sur le présent aussi, sur le présent et puis sur la construction de l'avenir. C'est-à-dire, ok, et j'insiste là-dessus parce que aussi, j'insiste sur l'aspect négatif de la chose aussi, parce qu'on pense souvent qu'il faut faire un travail positif, c'est-à-dire un travail qui construit quelque chose. Je pense que très souvent la demande, c'est je ne veux plus réagir de telle manière. Je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus avoir telle pensée, telle idée, etc. Et je crois que c'est très important de respecter aussi une demande négative. La personne ne veut plus ci, ça, ça et ça. C'est très clair. Dans telle et telle et telle circonstance ou tel et tel stimulus provoque ça chez elle. Elle n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? On verra bien. Il faut libérer ça. Donc si on peut libérer ça, c'est une bonne chose. Le mieux, c'est quand même que ce soit la personne elle-même qui arrive à s'en débarrasser. Or, concrètement, comment faire? Il y a des millions de façons de faire, mais il faut admettre quand même que les façons de faire qui se basent sur l'origine présumée, mais qui est souvent quand même identifiée, un stress post-traumatique, on a quand même un trauma, on a quand même quelque chose qui est là, qui est clair. Oui. C'est vrai que faire un travail sur ce qui est l'origine, ça semble être quand même plus parlant pour la personne et plus fort. Plutôt que d'éviter ça en disant non, on va travailler. Évidemment qu'on travaille sur le présent et sur l'avenir. On travaille à construire l'avenir au présent, toujours. On ne travaille pas réellement sur le passé. Le passé, on ne peut pas y retourner. On peut travailler sur la mémoire du passé, sur la façon dont le passé est représenté au présent. Et mine de rien, c'est quand même assez fort, parce que sinon, je donne l'impression que je suis quelqu'un qui n'ose pas appeler un chat, qui n'ose pas mettre les mains dans le cambouis, qui n'ose pas aller vers le thème, quoi. Il y a un tabou, il y a un truc, on tourne autour, et puis jamais on va le nommer, quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et d'ailleurs, c'est Erickson qui dit souvent, paradoxalement, que il y a quand même pas mal de choses qui ne sont résolues que par le fait que la personne l'ait revécu en hypnose. Et revécu son trauma en hypnose. Alors revécu, alors que ça soit de manière dissociée, associée, etc. En tout cas, qu'elle soit allée à un moment donné mettre les mains dedans et dépasser ça. Ou alors peut-être le réinterpréter, mais il n'empêche que souvent, à ce moment-là, je vais passer par de la régression. Donc, entraîner la personne à la régression sur des sujets neutres, des souvenirs de vacances, des choses comme ça. Puis petit à petit, quand j'ai une personne... Alors en général,
Les sujets neutres, ils deviennent très vite chargés en réalité. La personne, elle en a marre des sujets neutres et puis elle va très vite s'orienter vers quelque chose qui fait sens. Mais une fois que j'ai une personne qui a une bonne capacité à régresser, à ce moment-là, je vais peut-être par exemple la faire régresser à avant le trauma. Alors c'est des trucs classiques ça, c'est des trucs que j'ai appris moi en formation. Mais par exemple la faire régresser à avant le trauma, avant que ça arrive. Et là j'ai une personne qui a tel ou tel âge, et qui est devant moi et qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Et à ce moment-là, je peux lui dire des choses, lui dire, bah voilà, dans la vie on ne sait pas ce qui peut arriver, mais vous sachez que ceci, que cela, lui prodiguer quelques conseils. Et puis, et ça peut se faire de cette manière-là. Comme je peux, non pas passer par une régression, mais par le fait qu'elle se voit avant le trauma. C'est-à-dire qu'en hypnose, elle va voir, par exemple, l'enfant qu'elle était ou l'adulte qu'elle était avant que ça arrive. Donc elle voit cette personne totalement naïve de ce qui va se passer dans le futur. Simplement, elle la voit, mais elle est porteuse de connaissances sur l'avenir. Donc elle va pouvoir lui donner des conseils pour que finalement, quelque part, ça passe mieux, l'outiller davantage. Mais souvent, ce qui fait défaut au moment où j'ai vécu quelque chose de dur, pourquoi est-ce qu'une personne va développer un trauma et une autre non? Alors il y a le terrain, c'est-à-dire il y a le fait, est-ce que j'étais outillé, quelle sensibilité j'avais avant, etc. Mais il y a aussi ce qui va se passer juste après. Est-ce que j'ai été accompagné? Est-ce que j'ai reçu les bonnes paroles? Est-ce que je me suis senti seul? Par exemple, je prends un exemple bateau, évidemment, c'est pas de l'ordre du trauma, etc. Mais c'est une analogie. Je suis tombé de vélo, j'ai 10 ans et je tombe de vélo. À ce moment-là, mon cerveau se dit « Oula, punaise, mais c'est super dangereux ce truc. Faut plus jamais monter sur un vélo. Il faut fuir ce truc. » Puis si je suis pas accompagné, je suis laissé seul dans mon émotion, ben ça va peut-être rester, s'ancrer. Et puis rester 30 ans, 40 ans, et j'aurai une phobie du vélo. Mais si là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas moi, un inconnu, ou mon père, ou ma mère, ou mon oncle qui arrive et qui me dit « Ah, petit, c'est rien, on est tous passés par là. » Évidemment, c'est agréable sur le coup, mais t'inquiète pas, tu vas remonter dessus, et puis ça sera juste un vieux souvenir, peut-être même tu vas l'oublier plus tard. À ce moment-là, mon cerveau va dire « Ah bon, d'accord », il va redescendre le curseur qui venait de monter à fond, là, il va le redescendre, il va peut-être le laisser un peu plus haut qu'avant, c'est-à-dire il y a un apprentissage, je serai désormais plus prudent qu'avant, mais bon, j'ai pas ma phobie. Et c'est souvent ce qui peut manquer. Et ça peut être vraiment très intéressant de ramener la personne à juste après. Soit par une régression, soit elle se voit juste après. Et donc, soit si c'est une régression, c'est moi qui lui donne un conseil, c'est moi qui lui donne ce qu'il lui a manqué d'entendre, de recevoir. Alors juste après, j'entends, pas une minute après, mais peut-être quelques jours après ou quelques semaines après, quand c'est encore frais quand même. Ou alors, si elle se voit de l'extérieur, lui dire qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette personne, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire pour que elle a vécu ce qu'elle a vécu, c'est un fait, et elle va avoir la souffrance qu'elle aura, c'est un fait, mais elle va pas rester bloquée dessus, elle va commencer un processus de digestion, de résilience. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'elle commence à donner une place à cet événement dans sa vie? Et donc, ça permet d'aller quand même se rapprocher du thème, de ce qui est arrivé, sans rentrer dedans, sans le revivre complètement, mais d'aller à un moment chaud quand même, un moment où c'est encore chaud, ou encore au moins tiède, pour venir administrer quelque chose qui à ce moment-là pourrait peut-être faire plus sens pour la personne. Donc après, on conseille un geste ou quelque chose qui va changer la donne, qui va permettre que ça ne devienne pas justement peut-être falloir débloquer quelque chose. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, et c'est très caricatural ce que je dis là, évidemment, mais bon, ça donne quelques pistes au passage.